Very sad news to tell the sports world. The LA Times is reporting that retired Los Angeles Lakers basketball star Kobe Bryant has been killed in a helicopter crash. The HIV virus that I have attained, I will have to retire from the Lakers. Il y a certaines nouvelles qui te marquent à vie. Le genre de nouvelles dont tu gardes un souvenir impérissable, dont tu peux dire « Ah ouais, je me souviens exactement où j'étais quand je l'ai appris ». Moi, par exemple, en tant que fan de NBA, je n'oublierai jamais la matinée du 2 février 2025. Mr. Doncic, thank you for joining us. Pourtant, tout avait commencé de manière totalement normale. Mon réveil a sonné à 8h, comme d'hab. Étant donné que je suis pas trop du matin, j'ai pris quelques minutes avant de sortir du coltard. Voilà, ça arrive, c'est la vie de youtubeur. Puis je me suis fait couler un bon café. Le premier de la journée, le premier d'une trop longue liste. Jusqu'ici, rien d'exceptionnel. On est sur une matinée, somme toute banale. Enfin, ça, c'était jusqu'à ce que j'ouvre mon téléphone. 103 messages non lus. 103! En général, on est plutôt sur 1 ou 2. Donc je me suis dit, il s'est forcément passé une dinguerie. Un buzzer beater de l'espace, un quadruple double, ou que sais-je. Pourquoi pas un méga trade, genre Trae Young envoyé à l'autre bout du pays. Après tout, on se rapproche de la trade deadline, donc ça serait plutôt cohérent. Mais en vrai, rien, absolument rien ne pouvait me préparer à ce que j'allais découvrir. We're just receiving word of a massive trade in the NBA. The Lakers have traded Anthony Davis to the Dallas Mavericks in exchange for Luka Doncic. What? Oh yeah, still there. You hang up the phone the night you're traded, and you threw it? Yes. Luka Doncic échangé aux Lakers contre Anthony Davis et Max Christie. What the fuck? Autant vous dire que j'y ai pas cru tout de suite. Puis, passé la phase de déni, j'ai fini par me rendre à l'évidence. Mais accepter ne veut pas dire comprendre. C'est vrai quoi, ça a pas de bon sens. Déjà, ça sort de nulle part. The most shocking trade, I think, in the history of the NBA. At least from a shock value, oh my God, is this real? Has Shams been hacked? It took me about 10 minutes to figure out, was this real? And then Shams, obviously, he had to retweet, no, this is real. Ensuite, Luka est un jeune joueur, un talent générationnel qui vient de porter les Mavericks jusqu'en finale NBA. Et surtout, la contrepartie est tout bonnement ridicule. Bon, ok, Anthony Davis est un super basketteur, mais il commence à se faire vieux et de toute façon, il est cassé de partout, le pauvre. Quant à Max Christie, ce n'est pas lui faire injure de dire que c'est pas l'asset le plus convoité du marché. Donc pourquoi avoir trade Luka Magic bon sang? Alors, je me suis mis à scroller à la recherche de réponses. Et très vite, je suis tombé sur une explication. Le nouveau propriétaire des Mavs aurait volontairement saboté son équipe pour dégoûter les fans et forcer la NBA à accepter une délocalisation à Las Vegas. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? How are we trading the franchise player? Aujourd'hui, j'ai un peu honte de l'avouer, mais je me suis laissé tenter par cette théorie. Parce qu'il y avait quelques éléments qui concordaient, et surtout parce que c'était la seule qui réussissait à expliquer l'inexplicable. Depuis, on a bien compris que le nouveau propriétaire des Mavs n'y connaît strictement rien au basket, et que son GM Nico Harrison est un incompétent notoire. Ce qui, au passage, valide à la fois le rasoir de Hanlon et le principe de Peter, deux lois qui expliquent respectivement qu'il ne faut jamais attribuer à la malveillance ce qui s'explique très bien par la stupidité, et qu'avec le temps, dans un système hiérarchique, tout poste finira par être occupé par un employé incapable d'en assumer les responsabilités. Bon, ça c'est pour le côté intello. Mais nous, chez le crossover, ce qu'on préfère, c'est les théories fumantes, quand ça fleure bon le Reddit moisi et les forums de 2009. Alors cette affaire de Doncic sacrifiée pour la relocalisation à la Vegas, on a adoré. Puis on s'est dit, mais attends, des théories du genre, il y en a des centaines en NBA. Donc on a décidé de les compiler pour en faire une vidéo iceberg. Si vous savez pas ce que c'est un iceberg, il s'agit d'un concept de vidéo assez tendance, qui regroupe des théories du complot, des histoires méconnues et des creepypastas sur un sujet dédié. Le principe étant que plus on s'enfonce dans les profondeurs, plus on découvre des choses mystérieuses. Bon, premier disclaimer, partez du principe que toutes les théories que je vais vous exposer ici sont totalement fausses. Ou en tout cas, elles ne sont pas prouvées. Je vais en débunker quelques-unes, mais on va pas le faire systématiquement. Au bout d'un moment, si vous êtes convaincu qu'Adam Silver est un reptilien, je suis désolé, mais je peux rien faire pour vous.
Second disclaimer, le copain Reverse Windmill a déjà fait une vidéo similaire. Bien évidemment, je vous invite à aller la voir et à checker le reste de son contenu, qui par ailleurs est génial. Bref, cette intro a assez duré, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Voici l'iceberg des théories du complot en NBA. Niveau 1, la surface. C'est la partie émergée de l'iceberg, la plus visible. Ces théories, vous les connaissez sûrement. Même votre maman qui croit que LeBron James joue encore au Miami Heat avec un S, quelle horreur, on a peut-être déjà entendu parler. On commence avec la plus célèbre d'entre elles, la loterie serait truquée. La loterie NBA est truquée. Si vous avez déjà regardé un épisode de la Grande Ligue, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a l'habitude de dire que le hasard de la loterie fait plutôt bien les choses. Et cela dès sa toute première édition. En 1985, pour lutter contre le tanking, déjà à l'époque, la NBA décide d'instaurer une part d'aléatoire dans l'attribution des plus hauts choix de draft. Jusqu'ici, l'ordre de passage était uniquement déterminé par le classement à l'issue de la saison régulière. Sauf pour le first pick, qui lui se jouait sur un bon vieux pile ou face entre les deux pires bilans de la ligue. Une méthode digne de la cour de récréation, mais la nouvelle n'est pas bien meilleure. En gros, on sort une machine à bingo, on fout des enveloppes avec les noms des mauvais élèves intérieurs, on fait tourner et c'est au petit bonheur la chance. Or, de la chance, il vaut mieux en avoir. Parce que dans cette QV 1985, il y a un prospect générationnel. Le genre de joueur qui, à lui seul, peut faire basculer le destin d'une franchise. Son nom, c'est Patrick Ewing. Et si tu veux mettre la main sur Patoche, il n'y a pas le choix. Il faut choper le first pick. Ce qui nous emmène à la loterie. La soirée se passe et à la surprise générale, ce sont les Knicks qui repartent avec le gros lot. Bon, jusqu'ici, pas de scandale. Mais là où le bas blesse, c'est que le nouveau commissionnaire de la ligue, qui au passage a mis en place le système de loterie et tiré lui-même les enveloppes, n'est autre que David Stern, un fan hardcore des New York Knicks, des Knicks qui par ailleurs traversent une période compliquée. Or, pour des raisons économiques évidentes, la NBA aurait tout intérêt à ce que Patrick Ewing atterrisse à New York plutôt que dans un petit marché. Après tout, c'est peut-être simplement une heureuse coïncidence. Sauf que plusieurs témoignages mettent en doute cette version. Certains parlent d'une enveloppe réfrigérée. First conspiracy theory was that one of the envelopes that included the Knicks logo was frozen. D'autres évoquent un bout corné. Quoi qu'il en soit, l'enveloppe contenant le nom des Knicks aurait été truquée, de manière à ce que David Stern puisse la distinguer au milieu des autres, et donc la tirer en dernière. There's one card that thrown into the side of the drum, folding the corner, and you can see, now this is once again conspiracy theorists who say the commissioner gives a big exhale before he takes that card out of the hopper. And the Knicks ended up winning with Patrick Ewing. Bon, depuis, la loterie a beaucoup évolué. Les enveloppes ont disparu au profit d'un système informatisé, en théorie plus sûr. Mais est-ce que les heureuses coïncidences subsistent? Ouais, carrément. Vous connaissez le pourcentage de chance pour que LeBron James, natif de l'Ohio et très attaché à son état d'origine, atterrisse à Cleveland, la franchise maudite de l'Ohio? 22,5%. C'est plus d'une chance sur 5. C'est pas mal. Maintenant, vous connaissez le pourcentage de chance pour que Derrick Rose, natif de Chicago et très attaché à sa ville, atterrisse aux Bulls, une franchise en perdition depuis le départ de Michael Jordan? 1,7%. Celui pour que Wemby joue aux Spurs, une équipe qui a, disons, un petit passif avec la France et les joueurs internationaux? Seulement 14 contre presque 50 pour les Pistons. Ça fait beaucoup de coïncidences, mais c'est pas tout. Prenons l'exemple des Pelicans. En 2012, la franchise est au bord du gouffre. Les comptes sont dans le rouge. Les fans ne viennent pas au match. Bref, c'est la cata. Au point où David Stern lui-même est obligé d'intervenir et de mettre la franchise sous tutelle en attendant de trouver un acheteur. Sauf qu'évidemment, personne ne veut d'une équipe qui ne vaut rien. Surtout pour la garder à la Nouvelle-Orléans, ce qui, pour la NBA, est une condition sine qua non. Papy Stern finit par réussir à la refourguer, et hop, dans la foulée, le nouveau propriétaire hérite du first pick, synonyme d'Anthony Davis. The New Orleans Hornets select Anthony Davis.
Étrange. 7 ans plus tard, Anthony Davis demande son trade. Le projet Pelicans est de nouveau compromis. Et paf, Zion Williamson débarque, comme par magie. Elle est pas belle la vie? Dernière coïncidence en date, Cooper Flagg, le prospect que toute l'Amérique attend, à Dallas, quelques mois seulement après le trade incompréhensible de Luka Doncic. Si ça c'est pas un lot de consolation, en même temps, vous vous attendiez vraiment à ce qu'il finisse à Charlotte? Alors, est-ce que la NBA manipule la loterie pour des raisons politiques et économiques? Bah, pas plus que l'UEFA avec le Real Madrid. En tout cas, absolument aucun élément factuel ne permet de l'affirmer. Ce qui est certain en revanche, c'est que le hasard de la loterie a un certain goût pour le storytelling. La NBA avantage les gros marchés, surtout LA. Autre théorie répandue qui rejoint la précédente. La NBA avantagerait les gros marchés au détriment des plus petits. D'abord, c'est quoi la différence entre un petit et un gros marché? En NBA, un gros marché désigne une ville qui pèse lourd médiatiquement. Genre Los Angeles, New York ou Boston. C'est là que les sponsors affluent, que les caméras sont braquées H24 et que les joueurs rêvent de briller. A l'inverse, un petit marché, c'est une ville comme Charlotte. Beaucoup moins sexy sur le papier, moins d'exposition médiatique, moins de fric, moins attractif pour les agents libres, etc., etc. Bref, ça c'est pour la version très résumée. Si on regarde le palmarès de la NBA, l'écrasante majorité des titres ont été remportés par des gros marchés, notamment par deux équipes qui ont vu les dynasties se succéder, les Celtics et les Lakers. Après tout, ça paraît normal. En France, la Ligue 1 est bien dominée par Paris et jadis par Lyon, Marseille et Bordeaux, les principales villes de la métropole. Donc pourquoi avantager des marchés qui par définition partent déjà avec un avantage? Bah la réponse est simple. Une finale Lakers-Celtics fera toujours plus vendre qu'au hasard un OKC Pacers. Pour la NBA, il est stratégiquement plus intéressant que les superstars jouent dans les grandes villes, quitte à ce qu'elles soient regroupées et forment des super teams, plutôt que d'avoir un champion différent tous les ans, dans des villes qui font pas rêver comme Milwaukee ou Denver. Ok, mais dans ce cas, comment expliquer les 20 ans de disette de New York? Je veux dire, à la base, c'est quand même le plus gros marché de la ligue, donc ça paraîtrait normal qu'il l'avantage. Bah, selon cette théorie, la NBA avantagerait surtout un marché, Los Angeles et ses mythiques Lakers. Quelques exemples qui vont en ce sens. Été 1976, l'arrière-star des Lakers, Gail Goodrich, signe au Jazz en tant qu'agent libre. La NBA exige une compensation. Et parmi ces compensations, il y a un futur tour de draft qui, après un pile ou face décisif, devient roulement de tambour, Magic Johnson. Alors que les Lakers ont déjà dans leur effectif un certain Karim Abdul-Jabbar. En découle le Showtime, 5 bacs de champion et le premier back-to-back de l'ère moderne. Mais derrière, il faut bien reconstruire. Ça tombe bien, parce que la draft 1996 est annoncée comme particulièrement relevée. Le problème, c'est que LA n'a pas de top pick. Mais est-ce que c'est vraiment un problème quand on s'appelle les Lakers? Bien sûr que non. With the 13th pick in the 1996 NBA draft, the Charlotte Hornets select Kobe Bryant. Des pressions sur les Nets et un workout privé plus tard, Kobe Bryant dégringole à la draft, ce qui permet aux Hornets de le sélectionner pour le trader directement aux Lakers, comme par hasard. S'ensuit une nouvelle dynastie. Mais qu'est-ce qui pourrait être mieux qu'un back-to-back? Un three-peat évidemment, mais c'est difficile à réaliser. Donc quand les Lakers sont sur le point de se faire sortir par les Kings lors des playoffs 2002, la NBA est obligée d'intervenir. Ce match, vous le connaissez forcément. On en a déjà fait un flashback. Les arbitres sont très généreux envers LA. Shaq passe toute la rencontre sur la ligne des lancers francs. Kobe obtient cette faute dans le Money Time. En même temps, c'est pas de sa faute si Mike Bibby l'agresse. Et LA repart avec la victoire la plus controversée de tous les temps. Mais une fois que le Shaq est parti, il faut bien relancer la carrière de Kobe. Très bien, on fait venir Pau Gasol dans un trade ridiculement déséquilibré. When Mitch Kupchak came to you and said something like,
I can get you Pau Gasol for Kwame Brown. What did you say back? No, you can't. But... Résultat, un back-to-back de plus. C'est ça l'effet Lakers. Le dernier cheat code en date, c'est Luka Doncic, qui vient redonner un peu d'intérêt à la Last Dance du King. Mais inutile de le préciser parce qu'on en a déjà parlé en début de vidéo. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi la NBA avantage les Lakers plutôt qu'une autre franchise. La raison est politique. La famille Buss, propriétaire des Lakers, est un allié de longue date des commissionnaires successifs. Jerry Buss et David Stern partageaient la même vision de ce que devait être une ligue de basket professionnelle, tournée vers le divertissement et les stars. Le Showtime a permis à Stern de relancer une NBA à l'agonie et de la faire passer au niveau supérieur. En échange, les Buss ont toujours pris le parti des commissionnaires, notamment lors des différents lookouts. Disons que c'est du donnant-donnant. Bon, évidemment, tout ceci est de la fabulation, parce que sans les règles en vigueur en NBA, le rapport de force entre gros et petits marchés serait encore plus déséquilibré. Mais n'empêche que le poste de Rob Pelinka est actuellement le job le plus facile de la planète. Michael Jordan a été empoisonné. L'image est iconique. Nous sommes le 11 juin 1997. Michael Jordan vient de réaliser l'un des plus grands matchs de sa carrière. En sueur, visiblement exténué. Terrassé par une terrible maladie, Iz Ernest s'est transcendé pour arracher la victoire à l'extérieur et permettre aux siens de mener 3-2 en finale NBA, un avantage qui s'avérera décisif. Cette rencontre est passée à la postérité sous le nom de Flu Game, mais on la surnomme également le Pizzagate. Et non, aucun lien avec les délires politiques d'Internet. Dans ce cas précis, on parle bien d'une pizza, et peut-être même d'un empoisonnement. Le récit alternatif veut que la veille du match, Jordan, affamé tard dans la soirée, ait commandé une pizza depuis sa chambre d'hôtel à Salt Lake City. Jusque-là, rien de normal. Sauf que, toujours selon son entourage, 5 personnes se seraient présentées pour livrer la dite pizza. Un détail troublant, à tel point que Tim Grover, le préparateur physique d'MJ, aurait immédiatement eu un mauvais pressentiment. I open up the door and there's literally 5 guys standing out there to deliver a pizza. All right. So I take the pizza. Obviously, they wanted to get a glimpse of Michael. And, you know, I handed the pizza, I paid the guys, and I closed the door. And I just said, man, I got a bad feeling about this. Jordan aurait quand même mangé toute la pizza à lui seul. On va quand même pas gâcher une 4 fromages. Résultat, quelques heures plus tard, il est pris de violentes nausées, transpire abondamment, vomit et se réveille complètement vidé de ses forces. Pourtant, il joue quand même, et pas qu'un peu. 38 points, 7 rebonds, 5 passes, le tout avec les jambes en coton. Depuis, certains fans et observateurs en sont convaincus. Il ne s'agirait pas d'un virus, mais bien d'un empoisonnement volontaire, orchestré par des fans, voire même des employés du Jazz, cherchant à affaiblir MJ. Aucun élément tangible ne permet de le prouver, évidemment. Aucun test médical public, aucune enquête sérieuse, juste des témoignages tardifs. Et The Last Dance. Mais ce que The Last Dance ne dit pas, c'est que MJ aimait bien sortir tard le soir. Et qu'il serait pas impossible que le Flu Game soit en réalité un gueule de bois game. Paul Pierce s'est fait dessus, littéralement. En parlant de match iconique, celui-ci l'est tout autant. On est en 2008, Game 1 des finales NBA entre les Lakers et les Celtics. Une série tendue entre deux rivaux historiques. Quand soudain, Paul Pierce s'écroule sur le parquet. L'ailier des Celtics se tord de douleur et est évacué en fauteuil roulant. La mine grave, comme si sa saison, voire même sa carrière, venait de prendre fin. Le public est sous le choc. Quelques minutes plus tard, rebondissement digne d'un film Marvel. The Truth revient en courant sur le parquet, enchaîne les paniers clutch et aide Boston à remporter le match, puis 2 titres. La légende du Wilshire Game est née. Mais alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Officiellement, on parle d'une blessure au genou. Officieusement, Paul Pierce aurait plutôt eu un petit accident digestif. Genre, littéralement. Une fuite incontrôlée et sûrement incontrôlable, pour ne pas dire un burn-out personnel. C'est en tout cas ce qu'il a suggéré lui-même en 2019 sur le plateau d'ESPN, dans un moment des plus cringe. Whoa! I just had to go to a bathroom. A number one or a number two? But why did you need a wheelchair to get to the bathroom? It was that bad. Something went down. I had to go to the bathroom.
Alors, blessure réelle, crise de panique ou tout simplement un énorme classique posé dans son short en mondiovision, ce qui est sûr, c'est que Paul Pierce a su transformer une potentielle humiliation en moment héroïque. Comme quoi, en NBA, même les mésaventures intestinales peuvent devenir légendaires. C'est sur ces belles paroles que l'on quitte la surface pour s'enfoncer un peu plus profondément dans les profondeurs. Niveau 2, visible sous l'eau. Nous voilà sous la surface, dans la partie encore visible sous l'eau. Ces théories sont un cran au-dessus. Moins grand public, parfois seulement connues des vieux de la vieille. Elles naviguent entre la rumeur persistante et les secrets bien trop gardés. Wilt Chamberlain n'a jamais mis 100 points. C'est le record le plus légendaire de la NBA. 100 points marqués en un seul match par Wilt Chamberlain le 2 mars 1962. Pourtant, aucune vidéo de cette rencontre ne peut en attester. Seulement une photo où Wilt pose tout sourire avec une feuille au centre de laquelle un 100 est inscrit à l'arrache. Disons qu'on a vu des preuves plus probantes. Il n'en fallait pas plus pour que certains fans se persuadent que ce record n'est qu'un mythe, fabriqué de toutes pièces par la NBA pour faire le buzz à une époque où elle en manquait encore cruellement. Eh bien, figurez-vous qu'ils n'ont pas totalement tort. Pour le comprendre, il faut revenir à la fameuse saison 1961-1962. Saison lors de laquelle Wilt tourne tout de même à 50 points de moyenne. Une belle petite marque. À cette époque, la NBA est encore toute jeune. Et comme toute personne qui quitte l'adolescence, pour l'âge adulte, elle connaît quelques galères financières. Beaucoup de ces franchises sont au bord de la ruine. C'est notamment le cas des Philadelphia Warriors, où joue un certain Wilt Chamberlain. Dans les années 60, il n'y a pas vraiment de droit TV, et encore moins de League Pass, donc la seule manière de faire rentrer de l'oseille, c'est de remplir la salle. Mais le problème, c'est que les gens ne viennent pas. Pour y remédier, les Warriors embauchent le coach Frank McGuire. Sa mission, attirer le maximum de fans possible. Heureusement pour lui, McGuire dispose dans son roster de la plus formidable attraction de l'histoire du basket. Donc il décide de tout miser sur Wilt. Son plan, privilégier les exploits individuels aux résultats collectifs. Le calcul est simple, plus Wilt fera parler de lui dans les journaux, plus les gens se déplaceront en masse pour assister à ses matchs. D'où la saison à 50 points de moyenne. Mais 50, c'est pas 100. Et ça n'explique toujours pas pourquoi on n'a pas de vidéo du match. Parce que oui, la captation vidéo existait. 1962, c'est pas hier, mais c'est pas non plus la préhistoire. Faut savoir qu'à l'époque, NBC Sport est l'unique chaîne nationale à retransmettre la NBA, en différé et au rythme d'un match par semaine. Or, quand tu ne diffuses qu'un seul match, il vaut mieux que tu choisisses une affiche susceptible d'attirer un public le plus large possible. Ce qui n'est pas vraiment le cas du match qui nous intéresse aujourd'hui, opposant les Warriors aux Knicks, bon dernier de la division Est et de loin la pire équipe de toute la ligue. Surtout que la rencontre a lieu en même temps que les playoffs NFL. Donc autant vous dire que les gens à Philadelphie ont d'autres chats à fouetter. D'ailleurs, le match a carrément été délocalisé à Hershey, dans une petite ville de Pennsylvanie. Ce qui explique que peu de journalistes ont fait le déplacement. Le match commence, Wilt fait un chantier pas possible, en face le pivot titulaire des Knicks est absent pour cause de gueule de bois, et c'est même pas une blague, son backup est rapidement limité par les fautes, alors le Steelers se retrouve à attaquer sur le remplaçant du remplaçant, une passoire notoire du nom de Cleveland Buckner. Évidemment, il n'en fait qu'une bouchée, tant et si bien qu'à la mi-temps, il pointe déjà à 41 unités. C'est alors que le meneur des Warriors, Guy Rogers, lance un défi à ses coéquipiers. « Eh les gars, ce serait marrant de faire marquer 100 points à Wilt, pas 99, ni 101, mais bien 100 tout rond. » Ça fait marrer tout le monde, et ses coéquipiers s'exécutent. Là, il faut surtout pas s'imaginer une seconde mi-temps en mode héroïque, mais plutôt une bouillie de basket durant laquelle Wilt passe tout son temps sur la ligne des lancers, avec une adresse insolente. Il reste 46 secondes à jouer, quand le Stilt inscrit son 100e point, ce qui provoque l'envahissement du terrain et la fin du match. Enfin, ça, c'est la version qu'a raconté Wilt Chamberlain. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été la version officielle. In retrospect, it stands, possibly number one. When people say Wilt Chamberlain, say 100 points. So I would guess this is the biggest game, that I ever had. Mais aujourd'hui, on sait que c'est totalement faux. Car il y a bien une retransmission du match. Pas vidéo, mais radiophonique.
Le problème, c'est que les bandes originales ont été perdues. Complot? Pas du tout. Elles ont juste été réutilisées, comme c'était systématiquement le cas à l'époque. Mais 2 enregistrements ont refait surface une vingtaine d'années plus tard. Ils ont été authentifiés et ont permis de rétablir la vérité. Le match a bien repris après 7 minutes d'interruption suite à l'envahissement du parquet. Étrange, pourquoi Wilt aurait menti sur un détail aussi futile? Parce qu'il était ce qu'on appelle communément un gros mytho. Ses records en high school, les 48,8 secondes aux 400 mètres et ses 2,06 m en saut en hauteur, c'est du vent. Aucune source fiable, excepté les journalistes de l'époque, qui ne faisaient que reprendre ce que Wilt leur racontait, ne permet d'en attester. En même temps, est-ce que c'est vraiment étonnant venant de la part d'un mec qui a prétendu avoir 1v1 un puma en l'étranglant tel Khabib Prime? Franchement, faut être sérieux. Pour résumer, les histoires autour de Wilt sont souvent romancées, le match à 100 points, lui, a bien existé, mais c'était surtout un coup marketing, et pas l'exploit qu'on imagine aujourd'hui. Un coup marketing manqué, puisque les Warriors ont quand même fini par déménager en Californie à la fin de la saison 1962. La vraie raison derrière la fausse retraite de Michael Jordan. 1993. Michael Jordan choque la planète basket. When I lose the sense of motivation and the sense of to prove something as a basketball player, it's time for me to move away from the game of basketball. Quelques semaines seulement après avoir réalisé le premier sweep-it de l'ère moderne, Iz Ernest tire sa révérence. À 30 ans à peine, le numéro 23 des Bulls raccroche les Air Jordan pour jouer au baseball dans une équipe minable d'une vulgaire ligue mineure. Avouez, ça a de quoi surprendre. Mais le GOAT justifie sa décision par la fatigue physique et mentale accumulée au cours de ces 3 dernières saisons, ainsi que par la mort tragique de son père, survenue durant l'été. Un assassinat sordide sur une aire d'autoroute. Un drame qui bouleverse profondément Jordan, lui qui était très proche de son paternel. C'est clairement le genre d'événement qui peut pousser quelqu'un à tout quitter du jour au lendemain. Donc officiellement, MJ s'en va honorer un vieux rêve partagé avec son défunt papounet. Devenir joueur de baseball pro. Mais pour beaucoup de ses fans déçus et de ses haters aussi, cette version des faits ne tient pas debout. C'est là qu'une théorie alternative émerge. La retraite de Michael Jordan aurait été en réalité une suspension déguisée, orchestrée dans l'ombre par cette Illuminati de David Stern. Décidément, encore et toujours lui. He's done extraordinary things for our game. And it's almost storybook for him to have his health, have his skills, and decide that he would like to retire at this point, and having done very well, both financially and the way he wants to live, I think that's something that most people aspire to. Mais pourquoi la NBA voudrait se priver de sa poule aux œufs d'or? Parce que Michael est addict. Pas à la drogue, ni à l'alcool, quoique peut-être un peu, mais au jeu. How can it not be a serious concern if the most prominent figure in the league is involved persistently in high-stakes gambling? Si vous avez regardé The Last Dance, il ne vous a sûrement pas échappé que MJ est du genre très compétitif et qu'il parie de l'argent sur tout et à peu près n'importe quoi. How about I take that from you? Oh! This is a guy that you should ask for money. Whoa, Michael Jordan. Or, à l'époque, il est de notoriété publique que Michael passe la plupart de ses soirées en compagnie de son daron à écumer les casinos d'Atlantic City et de Las Vegas. It's attacked in my private life, and I really didn't like it. I don't agree with it. But I felt a need to come out and express that and tell the truth so you guys can quit hallucinating and taking it further than what it is. You know, and now you know what it is from my standpoint. Anything else that you hear is totally false if it's not to what I just told you. Bon, après tout, rien de répréhensible, c'est son temps libre, il fait ce qu'il veut. Sauf que là où ça devient gênant, c'est quand ces mauvaises habitudes commencent à éclabousser la NBA. Car Jordan ne se contente pas de quelques parties de blackjack entre potes. Non, il est régulièrement aperçu en compagnie de parieurs professionnels. Et plusieurs enquêtes journalistiques commencent à s'intéresser à son cas. Pire, il aurait accumulé des dettes importantes auprès de certains individus, disons,
peu recommandables. Des mecs à qui il ne vaut mieux pas essayer de la mettre à l'envers. Et je parle pas d'Eric dans Pawn Stars. Mais de mafieux, capables de représailles, comme commanditer l'assassinat d'un proche. Un père, par exemple? Au-delà des relations supposées avec la mafia, 1993, c'est aussi l'année de publication d'un article dans le Chicago Tribune, dans lequel un homme affirme avoir tout perdu à cause de paris avec Michael Jordan. C'est également la sortie d'une biographie non autorisée, Michael and Me, qui raconte la relation toxique entre Michael et un homme du nom de Richard Esquinas. Quand toi tu tapes un FIFA avec ton pote, leur délire à eux c'était de parier plus d'1 million de dollars sur un marathon de 10 jours de golf. Michael a fait monter les enchères, par pure addiction et sûrement un peu par emprise, Esquinas a suivi alors qu'il ne pouvait pas se le permettre. Résultat, il a fini ruiné. Donc quand tout ça sort dans la presse, l'image de MJ est sévèrement écornée. C'est là que David Stern se serait dit que ce serait peut-être une bonne idée de le mettre au frigo. Pas longtemps, juste le temps que l'affaire se tasse. Moins de 2 ans plus tard, un fax tombe. Les 3 mots les plus légendaires de l'histoire du sport. I'm back. Le plus gros buzz qu'ait jamais généré la NBA. Depuis, on entend nettement moins parler des problèmes d'addiction d'MJ. Mais la théorie est remontée à la surface il y a quelques années. Un ancien boss de la mafia new-yorkaise s'est exprimé sur le sujet dans une interview, et je vous laisse l'extrait. He's a big gambler, big. I mean, Michael gambles on everything from what my experiences, what I was told, and people that know him, yes. Again, I don't have first-hand knowledge of this, but being that I was working with the NBA at that time, I was told 2 things. One, that he was told to leave the NBA around the time that his father got murdered because stories were about to come out, and there was a lot of heat on the fact that because of Michael's gambling habit, his father paid the price. And the NBA didn't want the press, so they asked him to leave for a while. That's when he went to play baseball. And then when things settled down, he came back. Le terrible secret derrière le trade annulé de Chris Paul. On est en décembre 2011, quand un séisme de magnitude 8 sur l'échelle de Luka Doncic s'abat sur la NBA. Chris Paul, le jeune meneur des Hornets, est envoyé aux Lakers pour former un backcourt de superstars, aux côtés de Kobe Bryant. À ce moment-là, les fans s'imaginent déjà un Showtime 2.0. C'est sûr, la dynastie Purple and Gold est relancée. Kobe va aller chercher une 6e bague et égaliser Michael Jordan. CP3 prendra sa succession, et LA pourra continuer de régner sur la ligue pendant des décennies. Le truc, c'est qu'après un tremblement de terre, il y a toujours une réplique. Et celle-ci, elle a secoué un max. Dans la foulée, la NBA annule purement et simplement le trade. Une décision sans précédent. Le motif officiel, Basketball Reasons. Ça veut tout et surtout rien dire. Vous souhaitez plus de détails? Bah non, circulez, y a rien à voir. C'est bizarre, mais le plus étrange est à venir. Quelques jours plus tard, Chris Paul est de nouveau échangé à LA. Sauf que cette fois, c'est pas aux Lakers, mais bien chez ces losers de Clippers. Pire, c'est que la contrepartie envoyée par les Clippers est nettement moins avantageuse que celle proposée par les Lakers. Donc la raison ne peut pas être purement sportive. Il y a forcément anguille sous roche. Surtout que, souvenez-vous, en 2011, le propriétaire par intérim des Hornets, qui deviendront par la suite les Pelicans, n'est nul autre que, je vous donne dans le mille, ce grand comploteur de David Stern. Bon, là, il y a clairement conflit d'intérêts. Mais selon les complotistes, Stern est censé rouler pour les Lakers. Donc pourquoi il les désavantagerait sur ce coup-là? Ça n'a pas de sens. En effet, ça n'a pas de sens si on ne prend pas en compte le contexte global dans lequel a lieu ce trade. Well, the owners could impose a lockout, and you've heard that one before, haven't you? What we told the union at the conclusion of today's session was that we were going to recommend to our Labor Relations Committee in a call later today that we lock out at the conclusion of this deal, which is at midnight tonight. En décembre 2011, la NBA sort d'un lockout éprouvant et long de plusieurs mois. Un lockout, c'est une sorte de grève qui intervient lorsque la NBA, le syndicat des joueurs et les patrons de franchise ne parviennent pas à se mettre d'accord sur les termes du contrat qui les lie entre eux. Ce contrat s'appelle le CBA et il est renégocié tous les 6 ans. Et là, ça coince. Je vous la fais très courte, il y a 2 camps qui s'opposent. D'un côté, le syndicat des joueurs, soutenu progressivement par quelques gros marchés, comme les Lakers, qui veulent plus de flexibilité, et de l'autre, les petits marchés, qui, au contraire, craignent que le nouveau CBA accentue davantage le déséquilibre économique entre les gros et les petits poissons. Ce parti est notamment représenté par Dan Gilbert, le propriétaire des Cavs
qui, un an plus tôt, a vu LeBron prendre The Decision et faire ses valises pour Miami Beach. Donc autant vous dire que la Luxury Tax et les super teams d'Ann Gilbert, il kiffe pas trop. Pour le moment, parce qu'en 2014, il va adorer. Mais là, on est toujours en 2011. Hey, LeBron, Kevin, Kyrie, man, we can't get to the top of the East on a camel. Et en 2011, le nouveau CBA est un compromis qui n'est pas vraiment à l'avantage des petits marchés. Donc, quand Dan Gilbert voit passer le trade de Chris Paul aux Lakers, et qu'en plus, il apprend que les négociations auraient eu lieu en dehors des périodes de moratoire, pendant que lui était en train de se farcir des réunions interminables avec le syndicat des joueurs, bah forcément, il voit rouge. Il envoie un mail bien salé directement à David Stern. Il lui reproche de ne pas avoir consulté les 29 autres propriétaires de franchise et souligne que si le trade venait à être conclu, les Lakers économiseraient 40 millions de dollars. Largement assez pour formuler une offre pour Dwight Howard et ainsi former un Big Three ravageur. Spoiler, c'est exactement ce que les Lakers feront, mais avec Steve Nash à la place de Chris Paul. Gilbert conclut par cette punchline d'anthologie: quand allons-nous simplement changer le nom de 25 des 30 équipes pour les Washington Generals? Si vous n'avez pas la ref, les Washington Generals sont les faire-valoir des Harlem Globetrotters, genre l'équipe qui perd tout le temps, mais qui assure le spectacle. Selon la théorie du complot, c'est après avoir reçu ce mail que David Stern aurait décidé d'annuler ce trade en urgence pour finalement envoyer Chris Paul aux Clippers, calmant la grogne des petits marchés et offrant au passage une petite victoire à Dan Gilbert. Si on pousse la réflexion, on peut même se demander si le titre de 2016 ne serait pas un lot de consolation. Mais bon, on ne va pas parler d'arbitrage tout de suite. Ça, on se le garde sous le coude pour une prochaine fois, quand on s'enfoncera encore plus profondément dans l'iceberg. Voilà qui conclut la première partie de l'iceberg des théories du complot en NBA. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle est votre théorie préférée. Personnellement, j'ai un petit faible pour Paul Pierce. N'oubliez pas, cette vidéo est à prendre au millième degré. Des complots existent bien sûr, mais il faut pas en voir partout tout le temps. Souvent, la meilleure explication à un mystère reste la bêtise humaine. N'est-ce pas, Nico Harrison? Abonnez-vous à la chaîne parce qu'on vous donne rendez-vous très bientôt avec la partie 2 de l'iceberg, celle des profondeurs abyssales et des théories les plus folles.